Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. En avril 1519, les conquistadors espagnols débarquent sur la côte est du Mexique, à hauteur de l'actuelle Veracruz. Dirigés par le capitaine Hernán Cortés, ils ont pour mission de coloniser ce pays mystérieux où vit le grand peuple aztèque. Ce pays, c'est le Mexique. Son empereur Moctezuma règne sur ce peuple riche et puissant depuis sa capitale de Tenochtitlan. Dans cette entreprise de conquête, une jeune femme va jouer un rôle déterminant. Maîtrisant parfaitement les langues locales et bientôt l'espagnol, elle va se révéler un atout majeur pour Cortés. Dans cet épisode en 2 parties, je vous propose de découvrir l'histoire de cette rencontre entre 2 êtres d'exception, Cortés et son interprète surnommé la Malinche, sur fond de conquête du Mexique. Première partie, la conquête. Nous sommes donc le 22 avril 1519. Le conquistador espagnol Hernán Cortés et ses troupes viennent de débarquer, abandonnant leur chaloupe sur une plage du golfe du Mexique dont le nom aztèque est Chalchihuecan. Un mois auparavant, Cortés a déjà fondé la ville de Santa María de la Victoria, première ville espagnole sur le continent américain. Comme pour chacune des précédentes expéditions espagnoles depuis le premier pas de Christophe Colomb, 17 ans plus tôt, sur l'île d'Hispaniola. L'île d'Hispaniola, c'est l'actuel Haïti. Ces hommes et lui ont pour mission de découvrir et d'exploiter les richesses de ces terres nouvelles et d'en christianiser les populations. Cela s'annonce difficile. Les précédentes tentatives de débarquement en ces lieux même ont très mal tourné. Le chef de la dernière mission a été tué par les indigènes. Cortés le sait. Il va devoir prendre un maximum de précautions et agir par la ruse pour éviter le massacre des siens. Personnalité singulière que ce Cortés. Homme de noble extraction, né à Medellín en Estrémadure en 1485, il a d'abord fait des études de droit à Salamanque en Espagne. Puis sa soif d'aventure l'a poussé à tenter sa chance dans ce nouveau monde, baptisé Nouvelle-Espagne. Parti en 1504, il a participé avec un certain Velázquez à la conquête de Cuba, ce qui lui a valu de devenir le premier maire de Santiago de Cuba. Dans ce nouveau monde, il s'est marié et a dilapidé toutes ses ressources par amour pour sa femme. Quand il arrive sur cette nouvelle terre du Mexique qu'il doit conquérir au nom du roi d'Espagne, il est ruiné et criblé de dettes, ayant vendu tout ce qu'il possédait pour financer son expédition. Cette terre nouvelle, c'est à la fois une nouvelle aventure et sa dernière chance. Voici donc nos conquistadors sur cette terre étrangère, cette terre habitée. Pour eux, les premiers contacts avec les Aztèques se déroulent presque toujours de la même manière. À chaque fois, les indigènes envoient des embarcations à la rencontre de leurs navires. Ils se montrent avenants, pacifiques. Les Espagnols se sentent accueillis à bras ouverts. Ils sont alors invités à gagner le village le plus proche, reçus par le chef local, et là, c'est l'embuscade. Bon, par chance, les flèches, les frondes et les javelots des indigènes ne peuvent pas grand-chose contre les cuirasses, mousquets et épées des conquistadors. Mais ces derniers finissent bien souvent par ployer sous le nombre et par devoir se replier au plus vite sur leur vaisseau. Et voilà que tout est à recommencer. Cortés est inquiet. Comment va se passer cette nouvelle tentative de débarquement? Un désastre comme les fois précédentes? Comment faire? Il faudrait à tout prix pouvoir éviter l'affrontement, passer par la diplomatie. La première difficulté, celle de la langue, est rapidement résolue. Cortés vient tout juste de récupérer et de libérer 2 Espagnols faits prisonniers par les indigènes lors d'une précédente expédition. L'un d'entre eux, un certain Aguilar, a eu tout le temps d'apprendre la langue maya,
parler dans cette partie du pays. Il se propose de l'accompagner comme interprète. L'autre prisonnier, lui, a adopté le style de vie des Indiens, il a même fondé une famille et il souhaite demeurer sur place. Les navires de Cortés longent la côte. À chaque fois que l'on aperçoit des habitations, on jette l'ancre et l'on attend. Comme à leur habitude, les dignitaires locaux finissent par arriver sur des pirogues. Ils portaient sur leur tête les panaches dont ils ont l'habitude. Leurs figures étaient peintes de blanc et noir, et quelques-unes en ocre rouge. S'étant avancés en silence, ils nous abordèrent franchement, comme s'ils avaient eu les intentions les plus pacifiques. Ils nous demandèrent par signe si nous venions d'où le soleil se lève, une expression que nous avions déjà entendue dans la bouche d'autres indigènes. Nous répondîmes aussi par signe que nous venions, en effet, d'où le soleil se lève. On propose l'hospitalité à Cortés et à ses hommes, comme d'habitude, et une fois encore, une fois à terre, c'est l'embuscade. Si les Indiens sont faiblement armés et ne se défendent qu'avec des boucliers de coton, ils sont suffisamment nombreux pour infliger de lourdes pertes aux Espagnols. Diaz del Castillo, capitaine de Cortés, attribue à Dieu leur miraculeuse survie. Je dis, moi, que toutes nos œuvres et victoires nous viennent de la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ, et que dans cette bataille, il y avait tant d'Indiens pour chacun de nous que seulement à coups de poignées de terre, ils auraient pu nous ensevelir si la grande miséricorde de Dieu ne nous eût aidés en toutes choses. Las d'avoir à combattre pour finir systématiquement par ployer sous le nombre et devoir se replier sur ses navires, Cortés met au point un génial stratagème. Il réunit ses capitaines. À force de tentatives avortées, il a remarqué certains détails utiles. Les Indiens semblent avoir très peur des chevaux et ils se dispersent dès qu'ils entendent le bruit des canons. Il faut dire que voir surgir de la mer ces créatures barbues, les populations locales sont imberbes, vêtues de métal et semblant faire corps avec ces animaux inconnus, a de quoi en effet épouvanter les indigènes. Cortés va mettre à profit ses observations. Au chef du prochain village en vue, il propose une rencontre dans des tentes dressées non loin du rivage. Auparavant, on aura placé dans sa tente personnelle une jument en chaleur mise brièvement au contact avec un étalon. Quand la rencontre aura lieu, l'étalon, rendu fou de désir pour la jument, sera placé à quelques mètres de la tente. Dans les bosquets avoisinants, on placera une bombarde, un petit canon, à laquelle on boutera le feu sur l'ordre de Cortés. La délégation s'approche. On s'assied tous ensemble. Le chef du village regarde avec un peu d'inquiétude l'étalon attaché là, non loin de Cortés. De fait, le cheval, surexcité par l'odeur de la jument toute proche, mais cachée sous la tente, se met à hennir, se cabre, frappe du sabot. « S'il est en colère, explique Cortés, c'est à cause du mal que vous tous faites à mes soldats. » Cortés ajoute que ces bombardes, dans leur fureur, peuvent elles-mêmes détruire tout le village si les hostilités continuent. Il lève alors le bras. Sur son signal, ses soldats font tonner le canon caché à proximité. Détonation, suivie d'un hennissement affolé de l'étalon. Le chef du village est épouvanté. Il jure aussitôt de recevoir Cortés et ses hommes pacifiquement et de leur donner tout ce qui leur sera nécessaire pour poursuivre leur route au cœur du pays. Désormais, on peut fonder en chemin des villes que l'on baptise selon l'anecdote qui a accompagné leur découverte ou selon le calendrier des fêtes catholiques. La ville, fondée ce 22 avril 1519, s'appellera Villa Rica de la Veracruz, la riche ville de la vraie croix. Riche parce que les indigènes lui offrent de l'or et des vivres, et de la vraie croix en raison du débarquement un vendredi saint, jour de la mort du Christ. Pour conquérir ces terres inconnues, Cortés et ses 400 hommes de guerre vont parvenir à subjuguer des dizaines de milliers d'indigènes.
Les rencontres peuvent enfin se faire de manière pacifique. On échange des cadeaux, Cortés donne des étoffes et des verroteries aux Indiens. Il reçoit des vivres, de l'or, des pierres précieuses, des plumes et des femmes. Et justement, parmi ces femmes se trouve une jeune fille d'une beauté envoûtante. Cortés l'ignore encore à ce moment-là, mais cette belle indigène va devenir la cheville ouvrière de la conquête du Mexique. Or, tous ces présents n'étaient rien en comparaison des 20 femmes qu'ils nous offrirent, et entre elles une excellente personne qu'on appela Doña Marina, en devenant chrétienne. Cette excellente personne est de fait baptisée séance tenante avec ses compagnes. Aguilar, l'interprète de Cortés, traduit les propos du jésuite qui accompagne l'expédition. Il tente tant bien que mal de traduire pour les jeunes femmes les principaux points de la doctrine chrétienne. Puis à ces jeunes filles qui n'ont probablement pas compris un traître mot de ce qui vient de leur être dit, on demande de faire le serment de renoncer aux idoles et d'embrasser la vraie foi. Chacune des filles est ensuite donnée à un officier espagnol. Donna Marina, elle, sera pour Cortés. Les chroniqueurs contemporains n'ont pas manqué de faire observer ce détail qui en dit long sur l'esprit de l'époque. Cortés était catholique et marié. S'il n'a pas transigé sur la nécessité de baptiser les Indiennes, il a en revanche passé l'éponge assez facilement sur l'adultère qu'il commettait en prenant une maîtresse. Donna Marina va se révéler d'une vivacité d'esprit hors du commun. Belle, gracieuse, son intelligence impressionne les soldats de Cortés. En 3 semaines, elle se débrouille déjà en espagnol. Au bout d'1 mois, sa connaissance de la doctrine chrétienne est telle qu'elle est capable de soutenir des discussions théologiques ardues avec les habitants du littoral. Et elle a fort à faire. Au fil des jours, en pénétrant plus avant dans les terres, les soldats ont découvert de véritables scènes d'horreur. Au milieu de chaque village se trouvent des cages, dans ces cages des femmes, des enfants. À proximité, dans ce qui apparaît comme des temples, des idoles à face monstrueuse ruissellent de sang. Il faut se rendre à l'évidence, ici on pratique quotidiennement des sacrifices humains. Des hommes et des petits-enfants se voyaient sacrifiés dans les rues. Les murs et les autels des idoles dégoûtaient de sang et les cœurs de ces malheureux étaient là, en offrande, aux pieds des idoles. Les Espagnols virent aussi les tables en pierre sur lesquelles ces gens avaient été sacrifiés, ainsi que les grands couteaux d'obsidienne qui avaient servi à ouvrir leur poitrine pour en arracher les cœurs. La plupart de ces corps morts avaient été privés de bras et de jambes. Les Indiens leur avaient dit que ces membres avaient été emportés pour servir de nourriture. Nos soldats furent remplis d'horreur à la vue et au récit de ces grandes cruautés. On ne tarde pas à se trouver face aux prêtres qui procèdent à ces rituels effrayants. Diaz del Castillo les décrit comme recouverts de boue, la chevelure figée par le sang séché. Pour Cortés et ses hommes, il semble évident que ces gens sont des adorateurs du démon. Dès lors, Cortés exige dans chaque village la conversion immédiate et sans condition de tous les habitants, accompagnée de la destruction des idoles et de l'arrêt des sacrifices humains. L'entreprise est ardue. Pour les chefs et les religieux, c'est impensable. Ces idoles les protègent en échange du sang des sacrifices. Sans elles, la colère des dieux va se déchaîner contre eux. Une fois de plus, Cortés va utiliser la ruse. Il sait que les Indiens les prennent pour des divinités qu'ils appellent teules. D'ailleurs, n'a-t-on pas prophétisé il y a longtemps déjà que des êtres mi-hommes, mi-dieux viendraient ici, pourvus de longues barbes, chevauchant des chevreuils géants, armés de trompettes à feu? Par l'entremise de Donna Marina, Cortés explique que la colère des teules sera infiniment plus destructrice que la colère des dieux locaux. Dans cette entreprise de conversion, Donna Marina va se montrer enthousiaste, passionnée, inventive. Diaz del Castillo rapporte qu'elle accompagne ses traductions d'un vrai jeu théâtral. Elle peut tour à tour jouer la terreur, la joie, le chagrin, l'extase.
Au mois de juin 1519, un certain nombre de villages sont acquis à Cortés et au catholicisme. À la place des anciens sanctuaires, on érige des églises en utilisant les matériaux locaux, à savoir chaux et sable. On dresse la croix sur la place centrale, on célèbre une messe, et 3 fois par jour, on dit l'Angélus. Lors des conversations avec les autorités locales, il est apparu que les populations de cette terre nouvelle sont gouvernées par un peuple, les Aztèques, dont la capitale, Mexico, se trouve au centre du pays. Le roi nommé Moctezuma a soumis l'ensemble des territoires. Chaque village doit lui apporter un tribut fait d'hommes, de femmes et d'enfants à sacrifier. Ces Aztèques règnent par la terreur, malheur à ceux qui refusent de se soumettre à leurs conditions. Pour Cortés, il apparaît clair que cette ville de Mexico et son roi Moctezuma sont la pierre d'angle de son aventure. Il faut détrôner ce roi sanguinaire, convertir les habitants de la capitale, faire cesser les sacrifices humains. Il s'ouvre de ce projet aux Indiens. Ils sont apeurés. Comment osez-vous vous dresser contre Moctezuma quand tout le peuple lui est soumis et tremble rien qu'en prononçant son nom? Cortés n'entend même pas les arguments qu'on lui oppose. Il a déjà fait envoyer une délégation à la rencontre de ce chef suprême. Là encore, Dona Marina va se trouver au centre de l'ambassade. Elle possède un atout qu'on ignorait jusque-là. Elle parle le huatacl, la langue des Aztèques, aussi bien qu'elle parle le maya. Mais qui est-elle donc pour posséder ces qualités si providentielles? Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Cortés et ses soldats, accompagnés de leur interprète, la Malinche Dona Marina, en avril 1519, alors qu'ils viennent de débarquer sur la côte est du Mexique. Deuxième partie, la Malinche, la compagne et l'interprète de Cortés. Son père et sa mère étaient des seigneurs d'une ville à laquelle étaient assujettis plusieurs villages. Elle-même, nous rapporte-t-on, gouverne depuis son enfance à plusieurs vassaux. Très jeune, elle perd son père. Sa mère, remariée à un notable, va enfanter un fils. Dès lors, elle délaisse Marina, au point de la priver de ses droits de noblesse pour les donner à ce fils qui désormais a toute sa préférence. Devenue indésirable dans son propre clan, Marina est abandonnée en pleine nuit aux mains de la population d'un village éloigné. Pour donner le change, sa mère fait croire à sa mort en présentant comme étant le sien le cadavre d'une esclave sacrifiée la nuit de l'abandon. Les gens du village qui la recueillent ne veulent pas s'embarrasser d'une bouche à nourrir, ils donnent à leur tour Marina, qui par un étrange coup du sort se retrouve finalement aux mains de Cortés. Si personne ne remet en doute le caractère exceptionnel de ses dons et de son intelligence, on s'est en revanche interrogé sur les motivations qui ont pu pousser cette jeune fille à embrasser la cause des conquistadors et la conquista tout entière. Son origine, les épreuves de sa jeunesse en sont peut-être l'explication. En s'alliant à ceux qui allaient devenir les maîtres du pays, elle allait prendre une revanche sur les siens, une revanche sur le destin. Les siens l'avaient abandonnée. Elle avait vécu en esclave parmi son propre peuple alors qu'elle était de noble extraction. Elle n'avait donc plus rien à espérer de son peuple. Sa rencontre avec Cortés va non seulement lui donner l'occasion d'en découdre avec le destin, mais aussi de découvrir une religion qui, à de nombreux égards, répond à ses aspirations. L'esclavage et les sacrifices humains lui inspirent une horreur secrète. Nombreux sont les habitants du Mexique à penser comme elle. Or, dès leurs premières expéditions, les conquistadors ont refusé de prendre des esclaves, affirmant qu'à leurs yeux, il était indigne d'un chrétien d'asservir un homme libre.
Ainsi, ces nouveaux venus, ces hommes extraordinairement étranges ressemblant à des dieux, pouvaient sans doute aux yeux de la Malinche passer pour des libérateurs. Bientôt Cortés n'apparaît plus jamais sans Marina, au point que ses propres soldats, puis les Indiens, le surnomment Malinxin, l'homme de Malini, qui est le premier nom de Marina. Un curieux contresens a voulu faire de Malinche le surnom de Donna Marina. Mais c'est Cortés qui d'abord sera surnommée Malinche. Donna Marina, elle, sera la femme de Malinche. Durant le mois de juin 1519, Cortés est confronté à une première mutinerie parmi ses hommes. Certains des mutins sont des fidèles du gouverneur de Cuba, Velázquez, ennemi juré de Cortés. Ils exigent de repartir pour Cuba, expliquant que l'or accumulé depuis des mois doit être livré comme convenu à Velázquez. Cet épisode ne va pas arrêter Cortés, qui, on l'a vu, est un virtuose de la ruse et du stratagème. Pour revenir à Cuba, il faut des bateaux. Il n'en possède alors plus que 4. Il fait arrêter et mettre au fer les chefs du complot. Puis, le plus naturellement du monde, chose ahurissante, il fait s'aborder sa propre flotte. Plus de bateaux, plus de retour à Cuba, donc plus de problème. Quant aux mutins, il leur propose tout simplement d'empocher l'or destiné au gouverneur. De l'or, on en trouverait toujours assez plus tard. C'est un coup de maître, risqué certes, mais réussi. Cortés peut à nouveau compter sur l'ensemble de ses soldats pour se lancer à la conquête de Mexico. Dans un premier temps, il y expédie une ambassade, dont fait partie Marina, ambassade chargée de cadeaux, un trône ouvragé et de nombreuses parures. Quelque temps après, Marina revient, accompagnée d'une délégation choisie par Moctezuma lui-même. Moctezuma, dit-elle, se dit prêt à entendre les requêtes des soldats de Cortés. Mais il ne pourra pas rencontrer le roi, personne sacrée entre toutes. Qu'à cela ne tienne, puisque Moctezuma ne veut pas venir à nous, nous irons à Moctezuma. On se met en marche. Les villages traversés offrent tous les mêmes affreux spectacles de sanglants sacrifices. À mesure que l'on approche de Mexico, les soldats de Cortés ont le sentiment de traverser l'enfer. Je me rappelle que sur une place où s'élevaient des oratoires, les habitants avaient réuni tant de crânes humains, et d'ailleurs avec un tel ordre que l'on en pouvait faire le compte. Il me sembla qu'il y en avait plus de 100 000. Je le répète encore, environ 100 000. Dans une autre partie de la place, on voyait également des monceaux d'os dépouillés de leur chair, en quantité innombrable. De longues solives retenaient d'un bout à l'autre un grand nombre de têtes qui pendaient. 3 prêtres étaient préposés à la garde de ces ossements et de ces crânes, dont ils étaient responsables. Du reste, des spectacles pareils nous attendaient à mesure que nous nous enfoncions davantage dans le pays. Car dans tous les villages, ces horribles choses se présentaient également au regard. Chaque ville traversée est l'occasion de convertir l'ensemble des habitants. On dresse une croix, on célèbre une messe. Les prosternations des soldats de Cortés étonnent les Indiens. Comment des dieux peuvent-ils s'humilier ainsi? Le père jésuite qui accompagne Cortés déroule invariablement le même sermon en forme de synthèse du dogme chrétien. Donna Marina traduit. Elle est comme habitée par une force inconnue. Nul ne sait vraiment si sa traduction est fidèle. Ce qui est certain, c'est qu'elle obtient ce que veut le prêtre. À la fin du sermon, Cortés exige la destruction des idoles. À peine avait-il dit ces paroles que nous nous réunîmes 50 soldats. Nous montâmes et nous précipitâmes les idoles qui roulèrent en morceaux. C'étaient des sortes de dragons épouvantables, grands comme des veaux, et d'autres figures représentant des demi-corps d'hommes et des chiens de haute stature, le tout de fort mauvais aspect. La marche inexorable des conquistadors vers Mexico sème cependant un certain désarroi parmi les populations, car si les Indiens ont assez facilement accepté la conversion au christianisme, il n'en a pas été de même des prêtres et des dignitaires locaux. Un vent de panique s'est mis à souffler sur le pays. On ne bouleverse pas en quelques mois
des traditions installées depuis des décennies. Et puis, au-delà de ces seules réticences, la conquête de la capitale va se révéler plus ardue que prévu. Moctezuma manifeste une attitude des plus ambiguës. L'historien Tzvetan Todorov, qui s'est beaucoup passionné pour cette question, a bien montré comment ce choc de deux cultures, si étrangères l'une à l'autre, se résumait à deux interrogations incompatibles. En effet, si chez les conquistadors la question est « que faire ?», chez les Indiens, elle est « comment savoir ?» Face à l'arrivée des Espagnols, les Aztèques n'ont pas mis en place une tactique de défense visant à repousser l'envahisseur. Ils se sont comme figés dans cette interrogation en lien avec leurs croyances qui repose essentiellement sur l'interprétation des signes. Je l'ai dit dans le passé, les dieux s'étaient exprimés par une prophétie annonçant la venue dans le pays de teules, c'est-à-dire de divinités. Avant d'agir, il fallait donc d'abord savoir si les Espagnols étaient vraiment des teules. Dona Marina, épousant clairement le camp des conquistadors, se fait l'interprète de ces signes, tentant à chaque rencontre avec ses semblables de leur prouver que Cortés et les siens sont bien des dieux qu'il est impensable de combattre. Elle-même échappe à ces superstitions partagées par son peuple, comme si elles ne lui avaient jamais été enseignées. Elle s'en affranchit complètement. Il semble que son esprit se soit le plus facilement du monde adapté à la pensée occidentale, sans contrainte ni douleur. Ses dispositions à la pensée rationnelle sont telles qu'un jour on la voit se moquer des conquistadors lors d'une scène mémorable. Nos éclaireurs à cheval arrivèrent jusqu'à la place principale et s'introduisirent dans les cours autour desquelles étaient bâties les habitations. Il leur sembla qu'on les avait repeintes depuis peu de jours et embellies comme ces Indiens le savent très bien faire. L'un des cavaliers crut même que cette blancheur qui reflétait la lumière était de l'argent, et il accourut à bride abattue pour dire à Cortés que les murailles étaient faites de ce métal. Doña Marina fit observer en riant que ce n'était sûrement que du plâtre ou de la chaux, et nous-mêmes en riâmes bien fort et de son argent et de son enthousiasme. Nous ne perdîmes depuis lors aucune occasion de rappeler au messager que toute chose blanche était pour lui de l'argent. À l'époque, Mexico est une cité entourée d'eau et pourvue de nombreux canaux, un genre de Venise. Cortés et ses soldats, une fois parvenus au cœur de la ville, sont pris au piège. Le siège du temple va se solder par une débâcle épouvantable. Jouant sur les accès aux canaux, les habitants parviennent à enfermer les conquistadors dans une nasse dont ils sortiront réduits au 10e de leur effectif. Cet épisode emblématique de l'histoire du Mexique va alimenter une controverse qui aujourd'hui encore reste brûlante. Si la plupart des Mexicains acceptent la mixité de leur culture, faite d'héritage aztèque et de christianisme espagnol, nombreux sont ceux qui aspirent à une restauration de la culture d'antan. Dans cette perspective, le personnage de Dona Marina ne manque pas de nourrir la polémique. Elle était une indienne de sang noble. En adoptant la culture des envahisseurs, elle a trahi et son sang et son peuple. Plus encore, en donnant un fils à Cortés, fils qui sera anobli et terminera sa vie en Espagne, elle incarne la mort de toute une civilisation. Aujourd'hui encore, une fois par an, dans certains villages du Mexique, on brûle une poupée à son effigie en mémoire de sa trahison. Par ailleurs, en écho à cette supposée trahison de la Malinche, est apparue depuis le milieu du XXe siècle une nouvelle notion, le malinchisme. Le malinchisme désigne l'imprégnation d'une culture colonisatrice dans une société primitive. Ce terme reste très ambigu. Certains y voient une vertu, une preuve de la fécondité qu'apporte la mixité, une raison pour renoncer au communautarisme, qui sont synonymes d'enfermement, de sclérose, de stérilité. D'autres, à l'inverse, y voient la pierre d'angle de toute décadence et surtout une arme de destruction massive inventée par le capitalisme occidental. Pour autant,
La culture mexicaine se défend d'être exclusivement reliée au monde aztèque. Après tout, lors de l'arrivée des conquistadors, les Aztèques n'étaient installés que depuis un petit siècle. On ne peut donc affirmer, sans faire une grave erreur de perspective, que la culture mexicaine d'origine était adepte des sacrifices humains et cannibales. Il reste que Donna Marina, la Malinche, ne laisse de fasciner les historiens qui voient en elle une figure d'exception bien avant un symbole de mixité culturelle réussie. Le fils qu'elle aurait eu de Cortés, ou de l'un de ses lieutenants, sera le premier métis anobli par la couronne d'Espagne. Marina fait donc partie de ces icônes qui sont des exemples uniques dans l'histoire. Elle reste le symbole de l'union entre deux civilisations que tout opposait. C'est la fin de ce double épisode consacré à Cortés et la Malinche. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.